Depuis une semaine, le Liban paye le prix d'une guerre qu'il n'a pas choisie après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran, la mort de Khamenei. Le Hezbollah a riposté. Israël a relancé son offensive. Ce matin, pour en parler, nous sommes en compagnie de Karim Émile Bitar. Bonjour. Karim Bonjour. Émile Bitar, vous êtes professeur à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste bien sûr du Proche et du Moyen-Orient. Et puis en duplex depuis Beyrouth, Anthony Samrani. Bonjour. Vous êtes co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le jour. On vous doit notamment Vue du Liban, La fin d'un pays, la fin d'un monde aux éditions Gallimard. J'aimerais tout d'abord que vous nous décriviez, Anthony, ce qui se passe ce matin à Beyrouth, où vous êtes, et puis plus largement au Liban. Ce qui se passe, c'est plus ou moins une continuité de ce qu'on vit depuis désormais presque une semaine, c'est-à-dire des bombardements avec plus ou moins d'intensité sur la banlieue sud, c'est-à-dire la crainte d'une invasion israélienne depuis le sud du Liban avec une perspective d'occupation. Je rappelle que les Israéliens ont déjà envahi le Liban en 78, avaient créé avait occupé le pays jusqu'au Litanie, l'avait réoccupé ensuite, avait refait une invasion, pardon, ensuite en 1982, cette fois pour aller jusqu'à Beyrouth. Et ce qui se passe d'un peu plus particulier depuis désormais 2 jours, ce sont ces opérations israéliennes dans la Beka, donc dans une région qui se situe à la frontière avec la Syrie. Euh, il y a 2 jours, dans la perspective de récupérer la dépouille de Ron Arad, ce soldat israélien qui avait disparu au Liban en 1986. Il y a eu à nouveau une opération israélienne cette nuit, mais nous ne savons pas encore si l'objectif était à nouveau le même. Mhm. Et pour le reste, est-ce que les craintes que nous avions se vérifient? Donc on parle de crise humanitaire. Comment se traduit-elle aujourd'hui autour de vous, Anthony Samrani, Euh, puisque vous êtes en c'est duplex? c'est une bombe à retardement, très clairement. Et excusez-moi, je ne veux pas employer un mauvais jeu de mots, mais je crois que pour l'instant, le plus important et le plus urgent, entre guillemets, c'est justement cette crise humanitaire. C'est ces centaines de milliers de Libanais qui ont été déplacés de force en raison d'un appel israélien à le faire. Sous peine que leurs maisons et Hmm. eux-mêmes soient victimes des bombardements. Le gouvernement s'était préparé à cela, il s'était préparé bien mieux que les gouvernements précédents, mais lui-même admet qu'il a été dépassé par l'ampleur de la crise. Et cette crise, elle est d'autant plus complexe que la question du Hezbollah est le sujet le plus polarisant au Liban. Donc, le fait d'avoir des déplacés qui sont en majorité, qui appartiennent en majorité à la communauté chiite et qui se déplacent dans des régions qui ne sont pas chiites, crée des tensions en interne très fortes, hein. On reçoit beaucoup de témoignages de gens qui ne veulent pas que des déplacés viennent chez eux. Hier, j'étais dans un village à la montagne où il y avait même des forces de police qui avaient été mises à l'entrée du village pour empêcher justement d'éventuels déplacés de rentrer. Et cette crainte, elle est d'autant plus forte que s'y ajoute la peur que parmi ces déplacés figurent des membres du Hezbollah ou des membres des gardiens de la Révolution et que Israël les frappe et que cela provoque des victimes civiles. Ça a pu être le cas dans 2 frappes qui ont été réalisées contre des hôtels au cours de ces derniers jours. Pardon. Oui, Karim Émile Bitar, on voit que le Liban est une fois de plus la victime collatérale de ce qui se déroule au Proche-Orient. Oui, le plus affligeant dans ce qui se passe, c'est que c'est la chronique d'un désastre annoncé. Beaucoup de Libanais craignaient depuis la fin de la guerre d'octobre-novembre 2024 que les termes du cessez-le-feu ne soient pas respectés et surtout que le Hezbollah ne vienne à nouveau donner un prétexte à Israël pour reprendre les combats et lui porter le coup fatal. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Le Hezbollah, très probablement sur injonction iranienne, parce que ces cadres libanais, ces députés, ces ministres semblaient tout à fait largués, le Hezbollah a lancé quelques roquettes sur Israël qui n'ont absolument pas touché de zones stratégiques ou de zones économiques sensibles, mais ça a suffi à donner à Israël ce prétexte pour euh,
à nouveau, faire subir au peuple libanais tout entier des punitions collectives. Quand vous demandez à 700 000 personnes d'évacuer leur domicile, en moins de 2 heures de temps, quand vous vous retrouvez avec une crise humanitaire de cette ampleur, d'autant plus que le gouvernement libanais avait mis en place un plan pour désarmer toutes les milices, à commencer par le Hezbollah. L'armée libanaise avait entamé ce travail, certes avec une certaine lenteur. Il aurait fallu peut-être être plus rapide, plus ferme, mais l'armée libanaise a des moyens assez limités. Elle est soumise à des injonctions contradictoires. D'un côté, on lui demande de désarmer toutes les milices et de l'autre côté, on ne lui fournit pas les armements qui seraient nécessaires pour accomplir cette mission, en craignant que ces armes ne tombent entre les mains du Hezbollah. Donc on est toujours dans un petit pays imbriqué. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui a été dit par Anthony, c'est que cette catastrophe humanitaire ne vienne alimenter une sorte de dislocation sociale et économique, voire même une crise du régime politique. Parce que le Liban était déjà en train de subir une crise économique et financière sans précédent, une crise de souveraineté, une crise de régime. Et la conjonction de toutes ces crises constitue véritablement un cocktail explosif. Donc le grand défi sera de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays, de reconquérir sa souveraineté. Mais comme ce qui se passe au Liban est inextricablement lié à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, on voit mal comment ce pays pourrait se remettre sur pied tant que la région est dans un tel embrasement. Et oui, parce que si on fait l'histoire du Liban ces dernières années, Anthony Samrani, on voit que le Liban a toujours été la victime collatérale, notamment des guerres, j'allais dire israélo-palestiniennes, le terme est mal choisi, mais tant que la question israélo-palestinienne ne sera pas résolue de manière extensive, on a l'impression que le Liban ne connaîtra pas la paix. Et vous savez, le livre le plus fameux, le plus connu concernant la guerre libanaise s'appelle Une guerre pour les autres. À mon avis, ce titre était Mhm. un peu exagéré dans le sens où il mésestimait les facteurs internes et les responsabilités internes dans la guerre civile libanaise. Cela dit, ce que l'on vit, ce que l'on a vécu en 2006, ce que l'on a vécu en 2024 et désormais en 2026, ce sont trois guerres pour les autres. Ce sont trois guerres qui, à chaque fois, ont été déclenchées par le Hezbollah et à chaque fois qui ont donné lieu à une réponse israélienne disproportionnée et comme Karim le disait, avec une intention de donner une punition collective comme si l'État en était responsable. Oui, nous sommes directement liés à la fois à la question israélo-palestinienne et malheureusement à la question israélo-iranienne. Dans le premier cas, je crois que c'est quelque chose, c'est-à-dire que nous pouvons aborder et que nous, par rapport à laquelle, pardon, nous ne pouvons pas fermer les yeux. C'est-à-dire nous avons un lien fort avec la question palestinienne et le Liban a un rôle à jouer à ce niveau-là, mais à mon sens pas au niveau militaire, au niveau politique, au niveau diplomatique. Dans le second cas, nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Il ne devrait y avoir aucune raison pour que le Liban soit aujourd'hui à nouveau pris en otage par un bras de fer israélo-iranien qui ne nous concerne ni de près ni de loin. Bon, mais ça, on voit bien l'enchaînement, mais justement, on a l'impression que cette question, et notamment la question du Hezbollah, est traitée de différentes manières. C'est-à-dire que si les choses étaient simples, ça fait longtemps qu'elles seraient réglées, mais on voit bien que ça divise Anthony Samrani au sein du Liban. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette question de la souveraineté? Alors bon, on comprend bien qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème de souveraineté vis-à-vis d'Israël, mais pourquoi cette question vis-à-vis du Hezbollah divise les Libanais? Ça divise pour plusieurs raisons. Je crois que le Hezbollah a eu plusieurs identités et plusieurs vies. Il est à la fois, en tout cas, il s'est fait passer à la fois pour un mouvement de résistance contre Israël, pour un parti politique, pour un mouvement social. Et en ce sens-là, il va mettre en avant, il va instrumentaliser ses identités en fonction du contexte et en fonction du public auquel il s'adresse. Et c'est là où se créent probablement les moments de tension les plus importants. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce parti est considéré encore par
une partie, on verra à quel point elle est importante à la fin de la guerre, mais par une partie de la communauté chiite, comme celui qui la représente, comme celui qui la défend, comme celui qui la protège, à la fois des Israéliens, mais aussi à leurs yeux d'un régime syrien qui serait revanchard, mais aussi à leurs yeux des autres communautés qui elles-mêmes pourraient s'en prendre à celle-ci. Donc là, il y a effectivement comment dire, un désaccord profond entre les Libanais. L'autre désaccord, c'est la question israélienne. Encore une fois, cette question israélienne, à mon sens, rend l'équation beaucoup plus difficile car elle fait perdre à tous les acteurs leur part de rationalité. Et je dis ça, et à mon avis, ce n'est pas propre au Liban. C'est vrai autant des détracteurs les plus acharnés d'Israël qui ont tendance à perdre leur rationalité, à ne pas comprendre que parfois Israël, qu'on le veuille ou non, agit comme n'importe quel État l'aurait fait à sa place. Mais c'est tout aussi vrai de ses défenseurs, et on l'a vu notamment en France après le 7 octobre et lors de l'annihilation de Gaza, les réactions que cela a pu susciter, où l'on ne comprend pas et où on est incapable parfois de dire qu'Israël n'agit pas comme n'importe quel État le ferait à sa place. Et ça rend la chose très compliquée parce qu'il y a encore un tabou autour de cette question et qui là n'est pas propre au Liban, qui est lié à l'ensemble du monde arabe. Donc je dirais que le Hezbollah utilise ces deux cartes qui sont deux cartes un peu vicieuses puisque grises, qui sont d'une part un communautarisme exacerbé avec l'idée qu'il est le dernier rempart pour la survie de la communauté chiite, et d'autre part cette question taboue de la résistance contre Israël, tout en rappelant bien sûr que non seulement les actions du Hezbollah n'ont permis aucune amélioration des conditions de vie des Palestiniens, mais en plus ils ont à chaque fois entraîné le Liban dans l'abîme. Karim Emile Bittard, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors, je rejoins tout à fait cela. Je rajouterais que la polarisation au Liban est en grande partie également liée au traumatisme de la guerre. Euh, la cicatrisation mémorielle n'a pas eu lieu. Donc ceux qui, pendant la guerre de 75-90, ont été essentiellement traumatisés par l'invasion israélienne du Liban de 1982, c'est-à-dire les habitants du Liban Sud, ceux qui ont eu le sentiment que toutes les régions périphériques étaient abandonnées, que l'État n'était pas là pour les protéger, ont tendance à voir dans le Hezbollah une sorte de bouclier. Ceux qui vivaient dans d'autres régions, qui ont été traumatisés par la présence Mmh. armée palestinienne, par l'occupation syrienne, voient les choses de façon tout à fait différente. L'enjeu aujourd'hui sera de réconcilier ces mémoires et de travailler ces traumatismes, parce que ces traumatismes expliquent aussi en partie la politique israélienne, du fait des tragédies incommensurables qu'a subi le peuple juif au XXe siècle. La moindre menace stratégique est immédiatement perçue comme une menace existentielle. Et à partir du moment où vous voyez en chaque groupe qui vous confronte une menace existentielle, vous êtes prêt à aller très très loin pour l'éliminer. C'est ce qui explique cette disproportion. Donc nous sommes véritablement dans une situation, un tournant. Autant entre 82 et 2000, quand il y avait une occupation israélienne du Liban, le Hezbollah pouvait être considéré comme un mouvement islamo-nationaliste qui luttait contre une occupation étrangère. Autant depuis 2005, il y a eu une énorme dérive, d'abord par une série d'assassinats de personnalités libanaises, puis, en 2011, également sur injonction iranienne, le Hezbollah s'engage en Syrie pour réprimer aux côtés de Bachar el-Assad la révolution syrienne. En 2019, la répression s'exerce contre les manifestations pacifiques au Liban qui luttaient contre ce système corrompu, communautariste, etc. Donc ça fait quand même beaucoup. Vous ajoutez à cela ce refus de revenir dans le giron de l'État et de continuer d'agir en proxy de l'Iran. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même au sein de la communauté chiite, de plus en plus de voix dissonantes se font entendre et commencent à critiquer le Hezbollah. Il ne faut pas toutefois tomber dans le risque d'humilier une communauté tout entière. Il faudra trouver les mots pour accueillir
tous ces déçus du Hezbollah, les ramener dans le giron de l'État, car il n'y a pas d'autre solution au Liban que de préserver cette unité, cette vie en commun. L'idée d'un Liban qui serait fracturé sur des lignes ethniques et communautaires, ce serait là aussi une bombe à retardement et la recette de guerres infinies. Mais ça n'est pas déjà un peu le cas, la fracturation sur des lignes, communautaires? Parce que en tout cas, c'est ainsi qu'on a souvent tendance, Karim Émile Bittard, à présenter le Liban. Ça a été le cas pendant la guerre. Vous aviez des barricades, vous aviez des zones de démarcation, des régions majoritairement chrétiennes, des régions majoritairement musulmanes. Mais après 1990, les Libanais ont appris à se découvrir. Il y a énormément de quartiers mixtes, énormément de mariages mixtes au Liban. Donc c'est quand même un pays qui est indivisible, mais qui pourrait payer le prix de cette fragmentation à laquelle nous risquons d'assister, pas seulement au Liban, dans l'ensemble de la région, du fait des angoisses existentielles des minorités qui sont parfois instrumentalisées par des puissances étrangères. Si M. Trump s'il a de la suite dans les idées, ce qu'il n'a généralement pas, mais qu'il remet en cause, comme il l'a dit avant-hier, les frontières de l'Iran, si les frontières de la Syrie devraient également être de nouveau revues pour accorder une sorte de zone aux Alaouites, aux chrétiens, il y a un véritable risque que le Liban ne soit à nouveau saisi par ces pulsions identitaristes et séparatistes. On entend ça aujourd'hui dans des milieux chrétiens radicaux qui disent il faut revenir à une sorte de nation ethnique chrétienne. Mais du fait de l'imbrication de la Mais population, de ça, fait, parce que ça conduirait immédiatement à un affrontement, des tensions très fortes. certains d'entre eux souhaiteraient un canton chrétien qui serait allié en Israël. Allié à Israël, c'est une idée qui avait été tentée dans les années 80, qui s'était terminée tragiquement. Mais c'est en phase avec la tendance lourde à l'échelle internationale, qui est la tendance au populisme, aux identitarismes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Karim Émile Bittard, professeur à Sciences Po et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Anthony Samrani, vous êtes en duplex depuis Beyrouth, co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. On vous doit Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde aux éditions Gallimard. Et on évoquera cette fois-ci ce qui se déroule à l'échelle régionale avec un certain nombre de phénomènes liés à cette guerre, liés également à la manière dont Téhéran est pilonné avec, semble-t-il, le fait que Khamenei a aujourd'hui un successeur en la personne de son fils. 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, on évoque cette guerre donc au Proche-Orient, guerre qui touche bien sûr l'Iran, un certain nombre de monarchies du Golfe et puis également le Liban. On en parle avec Anthony Samrani qui est co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour et qui a notamment publié Vue du Liban aux éditions Gallimard. Et puis Karim Émile Bittard, professeur à Sciences Po et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Karim Émile Bittard, je ne vais pas vous demander de commenter les municipales en France, encore que si vous le souhaitez. En revanche, j'aimerais avoir votre point de vue, puisque pendant toute une série de mois, la question donc d'Israël et de Gaza a occupé une place importante dans la politique française. On sent depuis quelques jours que les politiques ne savent pas trop quel discours tenir, mais sur ce qui se passe maintenant en Iran et au Proche-Orient, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Alors, nos dé- politiques? Déjà, il y a quelque chose qui m'a amusé dans la belle chronique qu'on vient d'entendre, cette question des alliances techniques, mais pas politiques, aux municipales françaises. C'est quelque chose de très libanais, parce qu'à toutes les élections libanaises, on a des partis que tout oppose, des partis chrétiens conservateurs qui s'allient avec des mouvements chiites, islamo-révolutionnaires, uniquement pour s'assurer que tous arriveront au Parlement. Parfois, ils sont candidats sur les mêmes listes. Donc j'espère qu'on va pas en arriver là en Une France. libanisation donc des municipales françaises. Donc, plus sérieusement, sur la question de la politique extérieure de la France, il y a quand même une grande déception au Moyen-Orient. Peut-être parce qu'il y a encore une nostalgie un peu désuète pour la période gaullienne. La France aujourd'hui ne peut plus, quand bien même elle en aurait les moyens, ne peut plus tenir ces grands discours renvoyant tout le monde dos à dos. Mais on aimerait quand même qu'elle se positionne un peu plus clairement
ne serait-ce qu'en rappelant le droit international. On a le sentiment que la politique du en même temps produit les mêmes résultats en politique intérieure et en politique extérieure, c'est-à-dire que personne n'y trouve véritablement son compte. Si on regarde les divisions européennes, on voit d'un côté ceux qui sont très critiques, comme le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le pape Léon XIV, quelques pays nordiques. Puis M. Merz, qui est totalement aligné sur Trump, qui est resté silencieux lorsque Trump a lancé une diatribe contre l'Espagne, qui est quand même un partenaire dans l'Union européenne. Et Emmanuel Macron essaie de se situer entre ces deux pôles. Donc, dans sa dernière intervention, il a dit oui, c'est une violation du droit international, mais il n'a pas été jusqu'à exprimer une condamnation ferme. Ce qui fait que au Moyen-Orient, personne n'y retrouve véritablement son compte, comme ce fut le cas d'ailleurs après le 7 octobre, dans les réactions françaises après le 7 octobre, où il y a eu plusieurs retournements de situation. Mais plus généralement, même si elle n'a pas véritablement, elle n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois, la voix de la France est toujours attendue et écoutée. Donc beaucoup de Libanais aimeraient quand même qu'elle hausse le ton, ne serait-ce que pour marquer le coup, ne serait-ce que pour rappeler qu'historiquement, c'est la France qui a été la garante de la souveraineté et de l'unité du Liban. Et Anthony Samrani, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, marquer le coup, mais marquer le coup pour dire quoi? Qu'est-ce que la France devrait dire selon vous? Écoutez, c'est peut-être malvenu de ma part de dire ça depuis le Liban, mais je trouve, mais je le dis avec beaucoup d'amitié, je trouve vraiment le niveau du débat politique français, et en particulier sur les questions qui concernent le Moyen-Orient, vraiment, vraiment affligeant. On voit que tout est lié à des petites questions de politique interne qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu et qui contribuent justement à marginaliser complètement la France, à la provincialiser. Donnez-nous des exemples. À un moment justement, pardon, où on aurait besoin de cette voie alternative. C'est-à-dire qu'on le voit très bien aujourd'hui, il y a un manque total de consistance chez chacun des acteurs, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté aujourd'hui de l'opposition qui s'exprime soi-disant en soutien aux Palestiniens. C'est-à-dire que je crois qu'il faut avoir une ligne claire du début à la fin concernant le respect du droit international, concernant quels sont les éléments stratégiques les plus importants pour la France, concernant la capacité ou non à sanctionner Israël, concernant les liens que la France doit entretenir avec différents pays de la région, le Liban, le Hezbollah. Là, on a l'impression que quelque part, et on le voit très bien dans le conflit en cours, là où la position française ne tient pas complètement, c'est qu'il y a ce sentiment que Paris, puisqu'il considère le régime iranien comme un ennemi, est tout de même satisfait du fait que les Américains et les Israéliens soient en train de le bombarder, mais ne peut pas le dire officiellement, puisque ce serait contradictoire avec sa volonté de s'inscrire comme le parangon du droit international aujourd'hui, ou parce que cela créerait peut-être... cela ferait en sorte qu'il soit accusé d'être trop favorable à Israël. Et cette position, elle en fait finalement un simple spectateur, un simple commentateur, qui peut être parfois dans le vrai, mais qui passe malheureusement à côté de l'histoire. Et la position donc des politiques français par rapport au Hezbollah, par rapport justement à la situation libanaise, parce qu'on comprend bien donc les appels à la souveraineté libanaise, et notamment lorsqu'Emmanuel Macron demande à Benjamin Netanyahou de ne pas faire d'opération au sol au Liban, encore que les opérations depuis l'air sont évidemment des opérations qui sèment également le chaos, mais à côté de ça, sur le Hezbollah, qu'est-ce que la classe politique française pourrait dire ou devrait dire selon vous, Anthony Samrani? Là aussi, si je caricature, ce que j'entends de la politique, de la classe politique française, pardon, sont essentiellement deux discours qui, pour moi, ne tiennent pas. Il y a un discours qui est extrêmement hostile au Hezbollah, à mon sens, à raison, mais qui ferme complètement les yeux sur toutes les dérives israéliennes. C'est-à-dire que lorsque le radical échérite, on le montre du doigt, mais lorsqu'il s'agit d'un suprémaciste juif, on ferme complètement les yeux et on n'est pas capable de le dénoncer, ce qui ne tient pas. Et de l'autre côté, on a une gauche qui fantasme encore un Hezbollah comme un mouvement de résistance, encore une fois, parce qu'il prétend combattre Israël,
et qui, elle aussi, ferme Mmh. complètement les yeux sur le caractère ultra-religieux, ultra-radical de ce parti qui a fait tant de mal, à commencer par sa communauté. Il faut encore toujours le rappeler, la principale victime du Hezbollah, encore une fois dans cette guerre, c'est la communauté qu'il se targue de protéger. Karim Émile Bitar, l'autre information importante, c'est la succession de Khamenei par son fils. Quelques mots. Alors, ce serait tragique si cette opération Fureur épique, qui porte si bien son nom, se termine par Khamenei fils qui succède à Khamenei père. En Afghanistan, il a fallu attendre 20 ans pour que les talibans succèdent aux talibans après qu'on ait payé 3 000 milliards de dollars. C'est également significatif parce que le père fondateur de la République islamique, Khomeini, avait écrit très clairement qu'il refusait toute succession dynastique. Il a dit: nous n'avons pas renversé une monarchie pour adopter des pratiques similaires. Et là, comment est-ce qu'il justifie ça? Je regardais ce matin le quotidien libanais proche du Hezbollah. Le titre, c'est La légitimité du sang. Autrement dit, ce n'est peut-être pas une légitimité politique ou religieuse, mais le simple fait qu'il ait perdu son père, sa mère, sa fille dans cette frappe israélienne lui donne la légitimité. C'est un peu une réponse à cette frappe américaine. Le fils Khamenei, paraît-il, est pauvre. Il n'a que 100 millions de dollars, alors que son père, on lui impute quelques milliards. Alors peut-être qu'il va hériter, hein. Je ne connais pas le droit de l'héritage iranien, mais c'est quand même de drôles de mœurs, cette alliance du religieux et du financier prédateur. C'est un peu la règle du jeu. Ça a été le cas dans les républiques autoritaires laïques du monde arabe, en Égypte, en Libye. C'est vrai que quand on se proclame de la pureté religieuse doctrinale du chiisme, surtout que les chiites se sont longtemps présentés comme étant les soutiens des défavorisés, le système iranien se voulait un peu en gauche de l'islam. Et ça me rappelle un peu, vous demandiez un exemple précis de la façon dont la polarisation déteint sur la politique extérieure. J'avais une discussion avec un ami qui est très brillant, mais qui ne connaît rien au Moyen-Orient, c'est vraiment pas sa spécialité. Il me dit, moi, le simple fait que Mélenchon soutienne autant les Palestiniens, ça m'incite à me ranger derrière Israël, bien que je n'ai rien lu sur le conflit moyen-oriental. Et à contrario, comme disait Anthony, j'ai des amis qui connaissent par contre très bien le Moyen-Orient, mais lorsqu'ils viennent d'Afrique du Nord, qui ne sont pas près de la zone de conflit, ils ont tendance à avoir une vision romantique de la lutte armée, un peu la vision à la Frantz Fanon, sans se rendre compte véritablement de la nature de mouvements comme le Hamas et le Hezbollah. Donc le contexte qui prédomine en Occident, celui des culture wars, des polarisations intenses, conduit à faire des choix dans les élections et des choix de politique extérieure qui sont déterminés par des facteurs qui sont très différents de ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire une lecture un peu plus fine du contexte moyen-oriental. Et justement, Anthony Samrani, qu'est-ce que vous en pensez de cette succession, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, de Khamenei par Khamenei? Je crois que le message du régime iranien, il est assez clair, hein. Ils ne sont pas du tout prêts ni à la capitulation, ni même à la négociation. Sa nomination signifie et synonyme d'une forme de radicalisation. Elle montre aussi que, contrairement à ce que beaucoup prétendaient, Khamenei était encore très important dans le jeu politique iranien, puisqu'il a quand même été en capacité probablement d'imposer son fils, qui lui-même avait occupé un rôle central dans son bureau. Et cela est aussi le signe que les gardiens de la Révolution, puisque c'était le candidat des gardiens de la Révolution, ont pris la main sur le pouvoir. Et les gardiens seront d'autant plus déterminés à aller au bout que pour eux, c'est un enjeu qui est non seulement idéologique, mais qui est aussi une question d'intérêt, c'est-à-dire que tous leurs intérêts politiques, économiques, familiaux sont liés de près ou de loin au fait qu'ils puissent conserver le pouvoir et continuer de mettre en œuvre la politique iranienne, non seulement à l'intérieur du régime, mais à l'échelle du Moyen-Orient. Et c'est sur la question de l'argent, parce que la prédation, c'est important aussi pour le Hezbollah, c'est important pour Khamenei. Alors, c'est pas comme les fils Moubarak ou les fils Kadhafi qui avaient des Lamborghini. Encore, j'en sais rien. Peut-être que les Mollahs ou les Hezbollah ont de belles voitures, mais à quoi sert par ailleurs tout cet argent? Il sert à financer les activités.
il sert à financer une partie de la base populaire, même si il ne suffit pas à la financer Mmh. entièrement. Et il sert à faire en sorte de consolider ce régime. C'est-à-dire que finalement, tout l'enjeu aujourd'hui au sein de l'axe iranien, c'est est-ce que la supériorité militaire israélo-américaine, qui est incontestable et qui va aboutir à des résultats sur Mmh. le plan militaire, va provoquer ou non des dissensions importantes au sein du régime. Et effectivement, plus le régime est privé de ses apports financiers, plus le risque de dissension est important. Car On l'a vu, pardon, on l'a vu par exemple dans le cadre du régime de Bachar mmh. el-Assad, qui a fini par tomber non seulement en raison de l'offensive des troupes d'Ahmad el-Sharia, du retrait du Hezbollah, ou en tout cas de l'incapacité du Hezbollah et de la Russie de le défendre, mais aussi du fait qu'à l'intérieur même du régime, les loyalistes ne se sont plus battus puisqu'ils n'avaient plus aucune raison de se battre, et notamment parce que le pays était totalement asphyxié économiquement. Et ce qui sera peut-être pas le cas en Iran, parce que là, je ne sais pas, Karim Emile Bitar, les 400 000, 500 000 personnes qui appartiennent au régime, je compte bien sûr les gardiens de la Révolution, ceux-là savent qu'ils se battent pour survivre. Leur défaite, un changement de régime pourrait leur être fatal. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en C'est ça pensez? qui est inquiétant lorsqu'on est dans une logique de péril existentiel, qu'on est persuadé qu'on est fait face à une menace d'élimination, on est capable d'aller très très loin. Et ça nous ramène à la question de l'argent. On est dans une logique de capture d'État pour assurer la survie du régime, mais également parce que triomphe alors une conception patrimoniale du pouvoir. On ne fait plus la distinction entre l'argent privé et l'argent public, alors que des millions d'Irakiens vivent dans une très grande pauvreté, ce qui explique que 85% des Iraniens sont aujourd'hui très radicalement hostiles à ce régime, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils vont soutenir forcément des choix américano-israéliens qui leur seraient imposés, car il y a toujours un nationalisme très fort et ils ne souhaitent pas leur pays aller vers la fragmentation ou le chaos. Anthony Samrani, lorsqu'on songe finalement à cet enchaînement d'événements, on se dit que tout a débuté le 7 octobre 2023, bien entendu, ce qui est un enchaînement vertigineux. Je ne sais pas comment on va nommer, je ne sais pas si j'allais dire cette guerre ou ces guerres. Je vous pose la question. Oui, oui, je pense que Yahya Sinwar, qui est l'instigateur du 7 octobre aux côtés de Mohammad Def, a entraîné tout le monde, tout son axe, tous ses alliés dans sa tombe, hein. Quand on pense au nombre de personnalités de premier plan, Khamenei, Nasrallah, tout le leadership du Hamas, Bachar el-Assad, qui ont chuté ou qui ont été éliminés. Et quand on pense au choc géopolitique, hein, qui s'est fait en plusieurs vagues sismiques que cela a provoqué, finalement, le 7 octobre a montré que l'axe iranien était beaucoup plus fragile que ce que beaucoup d'entre nous pensaient. Et on l'a vu au Liban, on l'a vu en Syrie, on le voit désormais en Iran. Et il a aussi permis à Israël de mettre en œuvre une politique qui, de fait, le place aujourd'hui comme un acteur hégémonique, au moins sur le plan militaire, au Moyen-Orient. Et très probablement, ce qui va résulter de cette guerre, que le régime iranien tombe ou ne tombe pas, dans tous les cas, il sera dans un tel état d'affaiblissement, que ce qui va résulter de cette guerre, c'est un Moyen-Orient sous une ère israélienne où les alliances vont se reconfigurer, à mon avis, autour de la question israélienne. On le voit déjà avec un rapprochement, par exemple, entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, notamment par peur d'un Israël qui serait le nouveau facteur de déstabilisation principal dans la région. Alors voilà, alors ça c'est le bémol peut-être que je ferai à votre commentaire, Anthony Samrani, parce que je me disais finalement que bon, l'Iran effectivement affaibli, ça on vous suit évidemment, mais dès lors, la seule puissance régionale, ça pourrait être l'Arabie Saoudite. Non, parce que l'Arabie saoudite n'a pas les moyens militaires de cette puissance.
Aujourd'hui, Israël est engagé sur Elle peut tellement de fronts. les acheter, je mets le terme entre guillemets, mais Ça fait quand même des décennies qu'il essaye de les acheter. Pour le coup, la seule puissance militaire dans la région qui pourrait être un contrepoids, c'est la Turquie. L'Arabie saoudite peut être une puissance politique et elle peut continuer de, pardon, de, je suis désolé, de non, lier la paix, de lier une éventuelle paix avec Israël à un État palestinien. Ce que l'on espère, mais c'est un scénario un peu idéal, mais qui semble aujourd'hui tellement loin de la réalité. Le scénario parfait, ce serait effectivement un affaiblissement du régime iranien, qui, à mon avis, est une nécessité pour tourner la page dans la région, voire même un changement de régime, même si cela comporte bien davantage de risques, et une des alliances qui se ferait ensuite, qui pourrait provoquer une forte pression contre Israël dans la perspective de la création d'un État palestinien, qui est l'autre mmh. condition sine qua non pour instaurer une paix et une stabilité durable dans la région. Mais encore une fois, je le répète, aujourd'hui, nous en sommes Oui, extrêmement loin. là, on semble en tout cas en être loin. Je ne sais pas quel est votre point de vue, Karim-Émile Bittard, sachant que là aussi, ou bien il y a les accords d'Abraham qui se poursuivent. Alors, je ne sais pas ce que ferait l'Arabie Saoudite, ou alors plus loin, effectivement, la Turquie. Comment voyez-vous les choses? On se rend compte que même dans une monarchie absolue comme l'Arabie saoudite, il faut prendre en compte l'opinion publique. Et c'est cela qui a conduit Mohammed Ben Salman, le prince héritier, à freiner ce processus de normalisation qui avait été entamé après le 7 octobre, avant le 7 octobre. Donc, pour de la perspective palestinienne, les choses n'ont pas commencé le 7 octobre, ils ont commencé bien avant, mais c'est vrai que le 7 octobre a été un tournant, que ça a accéléré la chute de cet axe iranien, mais on pourrait assister à un phénomène similaire. La surextension, cet étalage de force américano-israélien pourrait finalement également conduire à un affaiblissement, paradoxalement, parce qu'on voit des alliés fidèles des États-Unis et qui étaient prêts à aller vers la paix, vers Israël, considérer aujourd'hui que face à cette hégémonie israélienne, cette Pax Israelica qui est en train de s'imposer, ils doivent se repositionner. Quels alliés, l'Arabie Je pense à Saoudite? l'Arabie, aux Émirats arabes unis, qui avaient été très loin dans le rapprochement avec Israël, qui avaient signé un accord de paix et qui ont reçu plus de missiles qu'Israël dans les derniers jours. Donc tous les pays du Golfe vont devoir reconsidérer leur attitude et peut-être l'Arabie saoudite va clairement se rapprocher de la Turquie, également pour préserver, pour éviter la fragmentation, parce que ces deux pays craignent une explosion des pulsions séparatistes. Alors, donc ça, c'est une hypothèse, hein, bien sûr. Mais il y a un élément de plus dans l'équation, parce que le 7 octobre n'aurait pas été le 7 octobre sans l'élection postérieure. C'est pas très correct ce que je raconte, mais on voit, disons, l'image globale sans l'élection de Donald Trump. Oui. L'élection de Donald Trump qui change tout et qui pourrait, là aussi, obliger l'Arabie saoudite et les différentes monarchies du Golfe à contracter avec Israël, même si leur cœur ne le voudrait pas. Les élites dirigeantes le voudraient, c'est plutôt la population qui freine. Et il y a eu quand même, vous avez raison de dire qu'il y a eu un changement du positionnement américain, parce qu'il faut rappeler qu'après le 7 octobre, les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d'État Anthony Blinken, avaient dit l'Iran n'a rien à voir avec le 7 octobre, ni le Hezbollah, ni même la branche politique du Hamas, c'est la branche militaire du Hamas qui a pris à elle seule cette initiative. C'était peut-être une volonté de l'administration américaine de ne pas envenimer les choses avec l'Iran. Aujourd'hui, Trump fait assumer au régime iranien tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. C'est pour ça qu'il est déterminé à en découdre. Il ne l'était pas il y a 6 mois. Il semblerait que Netanyahou ait joué un rôle décisif pour convaincre Trump d'entrer en guerre. Anthony Samrani, un mot de conclusion là-dessus, effectivement, peut-être sur les États-Unis, puisque on voit à quel point leur rôle est important aujourd'hui. Il va être décisif au niveau de la grande guerre, donc celle qui oppose l'axe israélo-américain à l'Iran. Le vrai bras de fer stratégique de cette guerre va commencer. Le vrai bras de fer stratégique qui sera entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et au niveau de la petite guerre, donc celle qui se joue actuellement au Liban, j'ai bien peur que l'objectif israélien soit d'imposer la paix par la force et que cette fois-ci, le Liban n'ait d'autre choix que de céder aux conditions israéliennes. Un petit mot de conclusion, Karim-Émile Bittard. L'histoire se répète. Cette tentative a été faite en 1983. Ça ne s'est pas très bien terminé. La paix ne peut être construite que sur des bases solides. Et quand elle ne s'appuie que sur la force brute, ça ne marche pas. Napoléon disait on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Merci
Karim Émile Bittard, professeur à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci Anthony Samrani d'avoir été avec nous en Merci. duplex depuis Beyrouth. Je rappelle que vous êtes co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. On vous doit notamment Vue du Liban, La fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation aux éditions Gallimard. Dans quelques instants,